Ah oui, c'est d'un vieux combat dont on va parler ce matin, une urgence sanitaire et environnementale qui dure maintenant depuis une trentaine d'années en Guyane, la pollution au mercure en lien avec l'orpaillage illégal. Le mois dernier, 6 associations ont lancé la première étape d'une action en justice pour dénoncer les défaillances de l'État sur le sujet, car les conséquences du mercure sont dramatiques et pour l'environnement et pour la santé des habitants. Sur le Haut-Maroni, les taux d'imprégnation dépassent largement les seuils à ne pas dépasser. Pour en parler, Jean-Pierre Havard est notre invité ce matin par téléphone. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Jean-Pierre Havard. Vous êtes le président de l'association Solidarité Guyane. C'est une des 6 associations donc qui ont annoncé attaquer l'État français en justice le mois dernier. On va surtout parler ce matin, vu que c'est votre domaine d'expertise, de contamination au mercure, mais sur les humains, sur les populations, même s'il y a un lien évidemment entre les conséquences environnementales et sanitaires. Vous travaillez sur le sujet, Jean-Pierre Havard, depuis les années 90. Racontez-nous déjà un petit peu comment est-ce que vous en êtes, vous, arriver à déjà à prendre conscience de la situation sur place, à constater finalement que les populations qui vivent dans le bassin du Maroni sont victimes d'empoisonnement au mercure. Ça s'est passé comment exactement? En fait, ça a commencé à la fin des années 90, donc vers 1997 plus exactement. Donc, lors de mes différentes opérations dans le Haut-Maroni, donc j'avais constaté une recrudescence importante de l'activité de l'orpaillage. Et donc, ça m'avait amené à m'interroger sur les conséquences que ça pouvait avoir sur les populations. Et comment dire, et à l'époque, quand vous faites vos premiers tests et que vous essayez un petit peu d'en parler autour de vous, que ce soit dans l'Hexagone, parce que je le précise, vous habitez dans l'Hexagone, mais aussi aux autorités ici en Guyane, qu'est-ce qu'on vous répondait? En fait, de toute façon, on ne répondait rien parce qu'on ne prenait pas en compte du tout à cette époque du problème. Donc, les premières études qui avaient été faites en 94 et 97 par l'INVS avaient déjà souligné le problème du mercure au niveau des populations. Et moi, j'ai voulu relayer ces problèmes au niveau des autorités de l'époque, mais sans trouver beaucoup écho. Et même, disons que les remontées qu'on pouvait en faire dérangeaient quelque peu un peu les instances sanitaires locales. Ceci étant, nous avons persévéré et à partir de 2004, donc j'ai entrepris faire des relevés tous les ans des populations des villages du Haut-Maroni, en l'occurrence plus précisément des villages de Kayodé, Laé, Talouenne et Antekoum, pour identifier la nature de l'empoisonnement et le niveau d'imprégnation des populations. Comment dire, ces tests, Jean-Pierre Havard, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on arrive à savoir si, oui ou non, il y a une présence trop importante de mercure dans les organismes? Alors, en fait, la méthode la plus simple, étant donné le contexte amazonien, donc, c'est de faire des prélèvements de cheveux. Parce que l'autre solution, effectivement, c'est de faire des analyses sanguines, mais qui ne font que des relevés ponctuels de niveau d'imprégnation à un moment du prélèvement. Alors que le prélèvement de cheveux historise quelque peu l'imprégnation mercurielle dans la poussée du cheveu. C'est-à-dire que, sachant que, par exemple, les cheveux poussent d'un centimètre à un centimètre et demi par mois. Donc, on arrive à historiser un peu la prégnation mercurielle des personnes. Donc, vous faites... Allez-y, pardon. Bon, donc, en faisant des prélèvements à peu près de une région très précise au niveau occipital du cuir chevelu, on fait un prélèvement de plusieurs centimètres de cheveux qu'on conditionne ensuite et puis après que l'on envoie dans un laboratoire pour analyse. Et je crois qu'à l'époque, vous avez même dû, je me permets de le dire parce que vous parlez des laboratoires, vous avez même dû faire expertiser toutes les données que vous aviez recueillies en Guyane avec le Japon notamment, c'est bien ça? Voilà. Donc les premières analyses ont été faites avec le Québec, puisque disons qu'au niveau d'en France, ce type d'analyse n'était pas très développé. Donc j'ai travaillé avec le Québec, avec l'Institut national du Québec. Mais bon, pour des raisons financières, donc les analyses coûtant très cher pour une petite association comme la nôtre. Donc on s'est tourné vers Minamata au Japon, qui lui, ce laboratoire, se proposait de faire nos analyses gracieusement.
Donc ensuite, on s'est mis donc en partenariat très important à partir de fin 2004, en fait la deuxième campagne de 2004. Jusqu'en 2014, nous avons fait des prélèvements très réguliers que nous envoyons à Minamata. Et il faut savoir aussi, pour la petite histoire, que Minamata ensuite s'est mise en relation, enfin Bordeaux était en relation, l'université de Bordeaux était en relation avec Minamata pour, je dirais, travailler sur le sujet. Pour qu'on comprenne un petit peu la manière avec laquelle tout s'est passé, Jean-Pierre Havard, sur la crédibilité, on va dire, de ce que vous disiez, de ce que vous dénoncez du coup depuis une trentaine d'années, est-ce que au début, il a fallu finalement convaincre les autorités françaises en disant notre travail est crédible, scientifiquement c'est validé. Regardez, il y a des institutions prestigieuses, vous parlez de Minamata finalement qui vont dans le même sens que ce qu'on dit nous. Oui, tout à fait. Alors au début, c'était un peu difficile avec les autorités sanitaires françaises, puisqu'en fait, on réfutait la méthode. On considérait qu'évidemment, comme on n'était pas une institution ayant pignon sur rue, donc on voulait mettre en cause notre méthode de prélèvement et notre méthode de fonctionnement. Ceci étant, nous avons persévéré et nous avons bien fait, puisque maintenant, l'ARS de Guyane reprend l'essentiel de nos analyses sur les 10 ans dans sa bibliographie. Donc, ce qui laisse entendre qu'ils finissent par reconnaître la pertinence de nos travaux. Ouais, quand vous comparez finalement ce qu'était la situation dans les années 90 à la situation d'aujourd'hui, vous avez l'impression, que les choses ont avancé, qu'il y a eu au moins une prise de conscience sur l'urgence de la situation? La prise de conscience a commencé à partir de 2005-2006. En fait, donc à l'époque c'était la DSDS qui œuvrait. Donc elle a commencé à travailler dans ce sens, à s'interroger aussi sur la recrudescence de l'orpaillage et donc des conséquences sanitaires. Et puis ensuite, donc l'ARS a pris aussi des initiatives, pas autant qu'on l'aurait souhaité, mais bon, un peu tardivement. Mais c'est à partir de 2012, donc les choses ont commencé à se mettre en place. Donc en l'occurrence avec avec la pression du docteur Pillou, qui a été très très présent sur le sujet et qui a fait des pieds et des mains pour que des actions soient menées. Et donc, à partir de 2017, donc un suivi plus important s'est mis en place par les autorités sanitaires. Ceci étant, le suivi n'enlève pas l'origine du problème. C'est ce pourquoi nous avons mené une action contre l'État, puisque l'orpaillage illégal continue de persévérer et à des proportions de plus en plus important. Ouais, on reviendra évidemment sur les raisons, les causes avec ce que vous avez commencé à dire en rapport avec l'orpaillage illégal. D'abord, et dernière question en rapport avec tous ces tests-là, Jean-Pierre Havard, est-ce qu'il y en a eu qui ont été réalisés, on va dire, de façon continue depuis ces dernières années pour qu'on arrive à savoir comment est-ce que la situation évolue et a évolué depuis une trentaine d'années? En fait, les seules analyses qui ont été faites de manière continue, ce sont les nôtres de 2004 à 2014, qui ont été faites de manière annuelle. Avant, c'était par période, 94, 97, 99, enfin par période de plusieurs années. Et ensuite, en 2005, je crois savoir, et 2007. Et ensuite, après, derrière maintenant, depuis 2017, de manière un peu plus suivie. Mais sur la période 2004-2014, nous étions les seuls à vraiment à faire des relevés. Directement sur place. Sur place, voilà. Les taux d'imprégnation, Jean-Pierre Havard, quand on compare ceux qu'il ne faudrait normalement, légalement pas dépasser avec ceux qui sont constatés en Guyane et majoritairement sur le Haut-Maroni, ça donne quoi? On est largement au-dessus des seuils qui ont été fixés par les autorités sanitaires européennes et françaises. Oui. Alors oui, tout à fait. Par rapport aux autorités européennes, une façon, le seuil a été fixé à 4,4 microgrammes par gramme de cheveux, alors qu'en fait, les taux dans les villages, ils sont plus dans la moyenne entre 12 et 14 selon les villages. Donc on est comme à 3 à 4 fois supérieur au-dessus des normes. Sachant que la norme internationale, ce qu'on appelle la norme OMS de référence, c'est de 10 microgrammes.
Mais on sait, enfin d'une manière maintenant bien identifiée, que les premiers problèmes sur la santé commencent à peu près autour de 4 microgrammes par gramme de cheveux. La situation aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce qu'on arrive à savoir déjà, à connaître l'ampleur de cette contamination et la proportion en fait de la population qui présente un taux bien supérieur à ce que ça devrait être normalement? Tous les villages isolés sont concernés de toute façon du Haut-Maroni. Donc ils sont tous au-dessus de, enfin 3 à 4 fois au-dessus des normes européennes. Et nous, notre démarche avait été essentiellement sur la période 2004-2014 de s'attacher aux femmes enceintes et aux enfants, parce qu'on savait très bien que le problème du mercure était très très dangereux pour les enfants, surtout pendant la grossesse. Oui, ce que vous dites, ça va dans le sens de ce que nous avait dit la semaine dernière Linia Opoya de l'association des victimes du mercure au Maroni, qu'en fait de village en village sur le Maroni, à chaque fois la situation en fait c'est la même. Oui, tout à fait. Et qui plus est sur les villages, enfin plus les villages sont éloignés, les villages les plus touchés sont ceux des villages de Kayodé, d'Antekoum et Pidima. Le village de Talouenne et La Haye sont un peu moins, mais enfin très largement au-dessus des normes OMS, les normes européennes. Mais les villages les plus touchés sont les plus éloignés, ceux qui sont les plus proches en fait des zones orpaillées de manière illégale. Enfin, toute la partie du Marouini et toute la partie Tampok, Waki, etc. On le rappelle quand même pour celles et ceux qui ne seraient pas spécialistes du sujet, le mercure, l'utilisation du mercure, elle est interdite en France et en Europe. Il y a eu notamment un traité international, la Convention de Minamata, qui est entrée en vigueur il y a quelques années et qui a précisément pour objectif de protéger la santé humaine et l'environnement des effets de la pollution au mercure. Sauf qu'en Guyane, et vous avez commencé à le dire, c'est un métal, le mercure, qui continue d'être utilisé par les orpailleurs pour extraire l'or. C'est quoi le processus de contamination, on va dire, Jean-Pierre Havard, pour qu'on arrive à bien visualiser les choses? Comment ce mercure-là se retrouve finalement dans le corps des habitants? Et en fait, il y a deux origines de pollution au mercure. C'est le mercure directement utilisé par les orpailleurs pour amalgamer l'or, et ensuite la mobilisation du mercure naturel qui est contenu dans le sol amazonien à très forte dose. Donc ces deux effets conjugués se retrouvent en fait dans l'eau. Et en fait, le mercure au contact de l'eau s'oxyde, il devient du méthylmercure. Et ce méthylmercure donc se trouve dans la chaîne alimentaire des populations. Enfin donc, il est consommé par les poissons, qui se retrouvent donc dans la chair des poissons et lesquels poissons, enfin surtout les poissons piscivores, donc ils se retrouvent en fin de chaîne alimentaire qui accumule tout le mercure emmagasiné par les poissons de la chaîne, enfin les herbivores et autres. Et donc les poissons piscivores sont fortement intoxiqués et ça constitue malheureusement l'essentiel de l'alimentation des populations du Haut-Maroni. Oui, qui mange surtout du poisson du coup qui est contaminé. Voilà. Du coup, pour qu'on comprenne bien, pour qu'un humain se retrouve en fait avec ces taux d'intoxication là, il faut ingérer un autre être vivant. Là, du coup, évidemment, on pense aux poissons qui eux-mêmes sont intoxiqués. C'est pas quelque chose qui peut arriver dans notre corps d'une autre manière. Et là, je pense évidemment à l'eau qu'on boit. Sur l'eau, non, beaucoup moins. Enfin, il y a pas les effets avec l'eau ne se posent pas. Il y a pas, on ne peut pas ça n'a pas d'incidence. C'était d'ailleurs, c'est identifié comme tel. C'est pas l'eau de consommation qui pose problème. C'est surtout la contamination par la consommation du poisson, le mercure qui est contenu dans la chair des poissons, oui. Le méthylmercure. On va quand même s'arrêter, Jean-Pierre Havard, sur le cœur du problème. Les conséquences du mercure sur la santé humaine, c'est quoi? Qu'est-ce que ça provoque finalement? Alors, divers problèmes sont surtout les troubles cognitifs, c'est-à-dire des problèmes de mémoire, de langage, etc. Enfin, des baisses de performance aussi sur des tests. Si on fait faire des tests psychologiques aux enfants, on va s'apercevoir qu'il y a des tests les performances sont en baisse.
y a des problèmes aussi au niveau des fonctions auditives, des fonctions visuelles. On a constaté aussi que les enfants, moi j'avais travaillé avec les enseignants dans les villages, et on avait constaté que les enfants qui avaient un taux de mercure très élevé avaient des performances scolaires qui étaient très fortement impactées. Il y avait aussi des problèmes de retard à la marche chez les jeunes bébés. Voilà, il y a plein d'altérations cognitives chez l'enfant. Dès que la mère, par exemple, avait un taux supérieur à 10 ou 11 microgrammes, pendant le 3e mois de grossesse, on pouvait être sûr qu'il y avait des incidences cognitives chez l'enfant. Est-ce que c'est une maladie qu'on connaît bien aujourd'hui, finalement, cette intoxication-là ? Oui, maintenant on maîtrise bien. Par contre, de temps en temps, plus on avance dans le temps et plus on constate d'autres effets. Par exemple, quand on commence à identifier les problèmes au niveau génétique, on s'est aperçu qu'effectivement que la consommation continue d'intoxication au mercure avait des incidences génétiques. Donc il y avait, par exemple, on s'est aperçu que au niveau respiratoire, il peut y avoir des incidences dans les gènes respiratoires chez les populations. Du coup, vous anticipez sur ma question suivante. Est-ce que ça se soigne ? Est-ce que si on arrête d'être exposé quotidiennement en ne mangeant plus des poissons contaminés, par exemple, par le mercure, est-ce que les effets se dissipent, ou bien, une fois que c'est fait, il n'y a plus de retour en arrière possible ? Alors, je prendrais le problème différemment. Vous dites ne plus consommer de poissons. Moi, je dirais que si on ne pollue plus la rivière, évidemment, si on ne pollue plus les poissons, on peut manger des poissons qui ne seront plus pollués par le mercure et donc qui ne posera plus de problème de santé. Voilà. Oui, non, mais du coup, je reformule ma question. Si on arrête d'être exposé, est-ce que finalement, les effets peuvent tendre à disparaître ? Alors, les effets vont disparaître. Certains effets vont disparaître. Par contre, il y a certaines altérations qui sont définitives. On sait que, par exemple, le mercure s'élimine au bout entre 70 et 90 jours. Le mercure consommé s'évacue. Mais par contre, évidemment, si on a une consommation quotidienne qui continue, donc effectivement, on continue à le stocker. Même si on l'évacue, on en stocke toujours. Donc, il faudra arrêter. Si on arrête de consommer effectivement du poisson, donc au bout de 80-90 jours, on a à peu près évacué l'ensemble du méthylmercure dans le corps. Mais, par contre, les altérations demeurent. Oui. Dernière question, assez rapidement, s'il vous plaît, Jean-Pierre Havard. Je le disais en introduction, sur la réponse à apporter. Finalement, les humains, la santé humaine ne peut pas être totalement dissociée, évidemment, de ce qui se passe d'un point de vue purement écologique et environnemental. Le constat, encore une fois, c'est finalement de dire, tant que la question de l'orpaillage illégal ne sera pas réglée, la santé des habitants continuera d'une manière ou d'une autre d'être impactée par ce sujet-là. Tout à fait. De toute façon, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème d'orpaillage, on ne réglera pas le problème du mercure. Jean-Pierre Havard, merci. Alors, si je pouvais terminer. Bien sûr, allez-y. Parce que même le mercure, je dirais qui est apporté par les orpailleurs, est complété par le mercure contenu dans le sol, qui est mobilisé par le fait d'utiliser les lances monitor, etc. Ce qui fait que c'est les boues qui génèrent aussi le méthylmercure. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Jean-Pierre Havard. Je suis désolé, il est déjà 7h33, on a déjà fait un petit peu plus long que prévu, je le rappelle. Voilà, ceux qui auraient pris l'interview en cours de route, vous êtes donc le président de l'association Solidarité Guyane, qui fait partie de cette coalition donc d'associations qui ont entamé le mois dernier une action en justice contre l'État pour dénoncer ces défaillances en matière de lutte contre l'orpaillage illégal. Merci beaucoup, merci encore et à bientôt, bonne journée.